Bienvenue et bonsoir. Dans cette émission, on essaiera de prendre un peu de hauteur après l'affaire DSK qui a sidéré les Français. Que dit-elle de la fragilité des puissants? Pour en parler sur ce plateau, Francis Ball, professeur de sciences politiques et spécialiste des médias, ainsi que Jean-Luc Mouton, directeur du journal Réforme. Mais on commence par quelques nouvelles du Vatican avec la présentation de cette lettre circulaire lundi par le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, le père Federico Lombardi. C'est un document sur la lutte contre la pédophilie que la Congrégation pour la doctrine de la foi a envoyé à tous les évêques. Rome demande à chaque conférence épiscopale d'établir sous 12 mois des directives pour aider leurs évêques à traiter les cas d'abus sexuels commis par des prêtres sur mineurs. Plus d'attention aux victimes et une plus grande coopération avec les autorités civiles, c'est ce que demande le Vatican. Décryptage avec un spécialiste de droit canonique, le père Emmanuel Boudet. On l'écoute. Alors la nouveauté de cette circulaire, c'est la fin du secret, ou en tout cas c'est le principe posé qu'il n'y a plus de secret. Alors il n'y a plus de secret vis-à-vis de la personne qui est incriminée déjà. C'est-à-dire que quelqu'un est incriminé, il va falloir lui dire « on sait qu'il y a des gens qui sont venus dire qu'il y avait des faits contre vous ». Il n'y a plus de secret non plus vis-à-vis des autorités civiles s'il y a des obligations de dénonciation. Et sans doute qu'il faut aider les gens, en particulier les victimes, à dénoncer les faits. Et puis il n'y a plus non plus une espèce de chape de plomb qui va devoir tomber sur cette question-là. Mais en même temps, l'autre question très importante, c'est le respect de ce qu'on appelle aujourd'hui la présomption d'innocence. Il est clair que si quelqu'un est dénoncé, il faut veiller à ne pas immédiatement faire une chasse aux sorcières. Un autre texte maintenant qui, à sa publication en 2007, faisait polémique Summorum Pontificum, motu proprio, qui facilitait la célébration sous forme extraordinaire du rite latin. 4 ans plus tard, cette disposition est parfois source de litiges sur le terrain. Pour clarifier son application, le Vatican vient de publier l'instruction Universae Ecclesia, signée par le pape. Le texte demande de réserver un accueil généreux aux fidèles souhaitant la messe sous cette forme. Mais pour éviter tout malentendu, le père Lombardi, qui présentait le texte aux journalistes, a souligné un point très important. Selon lui, on l'écoute, c'était à Rome. Je cite le numéro 19 qui dit très bien « Les fidèles qui demandent la célébration de la forme extraordinaire ne doivent jamais venir en aide ou appartenir à des groupes qui nient la validité ou la légitimité de la forme ordinaire, ou qui s'opposent au pontife romain comme pasteur suprême de l'Église universelle. » Et comme ça, les choses sont claires. Le pape lance, lui, un nouvel appel à la paix en Libye et en Syrie. La Syrie où la répression se poursuit contre les manifestants qui réclament la fin du régime au pouvoir, régime alaouite, qui pendant longtemps a protégé la minorité chrétienne. En cas de chute du président Bachar al-Assad, les chrétiens seraient-ils en danger comme certains le craignent? L'analyse de monseigneur Jean-Clément Jeanbart. Il est l'archevêque melkite catholique d'Alep, la deuxième ville de Syrie. Ces jours-ci, il était en France. Ils sont peut-être un peu plus préoccupés que leurs confrères musulmans ou d'autres religions, surtout musulmans, parce qu'ils craignent qu'un changement ne puisse leur ôter certains droits à la vie chrétienne qu'ils ont actuellement. Parce qu'il y a eu, ce qu'il y a eu ces derniers temps, il y a eu des morts, que pour nos fêtes de Pâques, nous avons demandé à nos fidèles, à nos églises, à nos prêtres, de ne pas faire de procession à l'extérieur des églises pour ne pas provoquer ceux qui cherchent et attendent une raison pour créer encore de nouveaux affrontements. Nous sommes pour une réforme sérieuse mais progressive. Nous ne sommes pas pour une révolution qui nous met devant des inconnus néfastes pour nous et néfaste pour les autres aussi. En France, une échéance importante, mardi et mercredi prochain, l'examen du projet de loi de bioéthique en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. À cette occasion, la Fondation Jérôme Lejeune lance un appel aux députés. Nous vous appelons à être présents dans l'hémicycle lors des débats et à voter contre l'eugénisme. Allusion à l'absence de députés au sein de la commission spéciale qui, la semaine dernière, a adopté la recherche sur les cellules souches embryonnaires. 58 députés viennent d'ailleurs de lancer un appel contre la dérive bioéthique.
Les JMJ de Madrid, c'est dans 3 mois en France, déjà 47 000 inscrits. Une bonne nouvelle pour les organisateurs français qui se retrouvaient ce week-end pour préparer la dernière ligne droite avant l'événement. Reportage à Issy-les-Moulineaux, en banlieue parisienne. Dernière ligne droite avant les JMJ de Madrid cet été, le lancement de la campagne de communication grand public par les responsables nationaux. L'objectif est clair, mobiliser encore plus de jeunes. Pour cette 26e édition, Madrid se prépare à accueillir 1,5 million de pèlerins venus de plus de 130 pays. Alors la France compte bien se mobiliser. Déjà près de 47 000 jeunes sont inscrits dans près de 370 groupes. On est aujourd'hui, entre guillemets, la deuxième délégation étrangère représentée au JMJ, donc c'est vraiment une grande joie. De nombreux temps forts sont organisés dans les diocèses de France pour favoriser les échanges et les réflexions. Alors que la moyenne d'âge des participants est de 18-20 ans, à Nantes, c'est en couple que certains ont décidé de vivre l'aventure. C'est un jeune couple d'amis qui se sont mariés l'an passé et qui se sont rencontrés à Sydney, au JMJ. Et ils se disaient, tiens, les JMJ, ils nous disent c'est plus trop pour nous parce qu'on les a fait avant, on avait envie de les refaire, mais peut-être un peu différemment. Et c'est donc de se dire, voilà, aujourd'hui les JMJ c'est fait pour tous les jeunes, quelles que soient aussi les situations des personnes. Et de se dire, on peut également les faire, même si on en a déjà fait avant, on peut les refaire mais différemment. Ils ont quasiment maintenant un quart de rempli de jeunes couples. Les responsables nationaux ne s'en cachent pas. Ils veulent faire mieux qu'à Cologne en 2005 et dépasser les 50 000 Français présents au plus grand rassemblement de jeunes du monde. La sortie en librairie de cet ouvrage maintenant, une Bible, vous la découvrez, destinée aux 15-25 ans, imaginée il y a 7 ans par l'Alliance biblique. The Bible, c'est son nom, c'est le fruit d'une collaboration de l'ensemble des églises chrétiennes de France. Une écriture modernisée, simplifiée, des cartes, des lexiques et surtout des notes explicatives sur l'interprétation des Écritures à partir de la traduction en français courant. Direction maintenant le sud de la France. Le diocèse de Fréjus-Toulon organisait ce week-end son forum annuel Communion Évangélisation, l'occasion d'une procession dans les rues de la ville avec les reliques de Sainte Marie-Madeleine, patronne du diocèse, en présence de Monseigneur Fisichella, le président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation qui venait de Rome spécialement pour l'occasion. Et puis bien sûr au programme du week-end une série de conférences au séminaire de la Castille sur le thème « Former des leaders ». Vaste programme. On reste au soleil avec le Festival de Cannes qui se poursuit jusqu'à dimanche. La semaine dernière, je vous parlais de ce jury œcuménique, l'un des 3 jurys autorisés à récompenser des films de la compétition officielle. Ce n'est pas rien. Jury composé de 6 membres, des chrétiens qui sont aussi des professionnels du cinéma. Samedi à 17 h, ils remettront leur prix sur la croisette. Mais selon quels critères? La réponse du père Patrick Keppel, un prêtre du diocèse de Monaco qui accompagne le jury œcuménique depuis 20 ans. Il y a tout d'abord des critères évidents. La qualité du film. Si un film est de mauvaise qualité, il n'est pas question de le choisir. Un film qui soit humain dans ses sentiments, dans ses représentations, qui soit juste. Et puis un film également qui soit de portée internationale, parce que c'est un film qui doit pouvoir être montré notamment dans les ciné-clubs ou pour les rencontres. Et puis enfin, bien sûr, c'est un film qui reflète les exigences, les valeurs de l'Évangile. Alors comme elles sont multiples, eh bien multiples sont les films qui répondent à ces critères. Il faut dire que depuis toujours, l'Église a été intéressée par cet art nouveau du cinéma, cet art complet du cinéma. Lorsqu'on voulait aller autrefois au cinéma, dans les premiers temps du cinématographe, on allait dans la salle du curé. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens s'intéressent aux images. Nous sommes dans une société d'images. Et dans de très nombreux festivals, il y a un jury œcuménique composé, bien sûr, de spécialistes du cinéma, des journalistes, des théologiens, des réalisateurs, et qui précisément sont présents dans ce milieu du cinéma. Et un grand merci à l'équipe du jury œcuménique. Et je vous propose de rester sur la croisette maintenant avec la chronique de Monseigneur Jean-Michel Di Falco. Bonjour, Cannes, le festival de Cannes. Certains rêvent d'y aller et d'autres l'exècrent. Depuis quelques jours déjà, la grande liturgie annuelle est commencée. Elle a ses rites, ses traditions, ses grands prêtres et prêtresses et ses fidèles. Chaque jour, tout ce monde vient rendre un culte à l'autre vie. C'est ainsi que l'on pourrait appeler le cinéma. L'autre vie,
il ne s'agit pas de la vie éternelle. Cette autre vie-là a une durée qui se compte en minutes, celle de la durée d'un film. L'autre vie, parce que le cinéma permet d'oublier sa propre vie. Et puis il y a l'autre vie, celle que l'on souhaiterait avoir et que l'on n'a pas eue, celle que l'on aimerait bien, mais que l'on n'a pas parce que l'on manque de courage pour en changer, celle que l'on ne voudrait pas, mais que l'on accepte de vivre pour une heure ou deux parce qu'elle donne des frissons, celle que l'on a eue et qu'aujourd'hui on n'a plus. Ce sont les portes de cette autre vie-là que nous ouvre le cinéma. À Cannes, pendant le festival, il est plus important de paraître que d'être. Et il y a un mot à bannir, vieillir. La moindre petite ride sur le visage peut provoquer une tragédie. Et il y a plusieurs sortes de rides, celle du visage et celle de l'âme. Celle du visage, difficile de lutter contre elle, quelle que soit la qualité de l'antiride et même si vous le valez bien. Et pour l'âme, eh bien en fait, c'est plus facile. Il existe un extraordinaire antiride, mais nous n'avons peut-être pas assez souvent recours à lui. Et pourtant, il est à la portée de tous. Alors vite, vite, donnez-moi la marque, dites-vous. Mais enfin, vous la connaissez. Le meilleur antiride pour l'âme, c'est l'Évangile, c'est la parole de Dieu. Essayez donc, si vous ne l'avez pas encore fait. Dimanche prochain, je célébrerai la messe télévisée du Jour du Seigneur depuis Cannes. Peut-être serez-vous au rendez-vous. À bientôt. Eh bien, le rendez-vous est pris, Monseigneur. Tout de suite, quelques-unes de vos hebdos chrétiens ce jeudi. Peut-on éviter le pire? Famille chrétienne s'intéresse au projet de loi de bioéthique qui revient à l'Assemblée nationale. Avec cette question, nos députés vont-ils autoriser la recherche sur l'embryon et rendre le dépistage de la trisomie 21 systématique? Pèlerin qui consacre l'essentiel de sa une, vous le voyez, aux vacances spirituelles. À lire également en marge de l'affaire DSK, le cocktail sulfureux du sexe et de la politique. Un cocktail donc sulfureux décrypté par un psychanalyste. Les hommes de pouvoir peuvent facilement vivre dans l'illusion qu'ils sont tellement séduisants que personne ne va même songer à leur résister. Le prestige et la faille pour réforme qui revient sur cette affaire Strauss-Kahn. Comment expliquer la chute du directeur du FMI, symbole d'intelligence et de réussite? Quelle relation entre la politique et le désir de toute puissance? Prendre au sérieux notre irrationalité, c'est ce que rappelle le philosophe Olivier Abel. Les liaisons dangereuses du sexe et du pouvoir à la une de La Vie, avec une comparaison entre la culture catholique et la culture protestante, de l'Europe aux États-Unis, deux conceptions du péché, deux visages de la justice. Cette affaire Strauss-Kahn, on en parle tout de suite dans notre dossier. Et depuis quelques jours, on ne parle que de ça dans les médias, ces images du désormais ancien directeur général du FMI menotté dans un tribunal américain, une onde de choc assourdissante selon le porte-parole de la Conférence des évêques de France. Réaction également du cardinal Barbarin chez nos confrères de RCF. À un an de la présidentielle, un événement aussi attristant peut amener tout le monde à prendre un peu de hauteur. C'est en tout cas ce qu'on espère. Ce soir sur KTO, on ne va pas parler de l'affaire en tant que telle, mais de cette prise de conscience dans notre rapport aux politiques et à son image. Y a-t-il désormais un avant et après cette affaire DSK? Pourquoi est-on scotché par ces images de déchéance? Les puissants sont finalement peut-être plus fragiles qu'on imagine. Pour en parler, nos deux invités, Francis Abal, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, professeur de sciences politiques et spécialiste des médias. Vous êtes notamment l'auteur de Ce que sais-je sur les médias, qui vient d'être réédité. C'est la 6e édition. Et puis également sur ce plateau, Jean-Luc Mouton. Bonsoir. Je rappelle qu'on a l'habitude de vous recevoir. Vous êtes le directeur de l'hebdo Réforme, l'hebdo protestant. Francis Ball, première question. Est-ce qu'on a assisté en direct avec cette affaire DSK à la télévision à la désacralisation du politique, du responsable politique en tant que figure? Il y a une grande différence entre les États-Unis et l'Europe. C'est que nous vivons, nous, dans des monarchies républicaines ou dans des républiques monarchiques. Ceux qui détiennent le pouvoir, on les critique, mais en même temps, on ne veut pas qu'ils soient traînés dans la boue ou qu'ils soient représentés de façon trop défavorable. Et par conséquent, ce qui a sidéré le plus, je crois, les images, ce qui a sidéré le plus les téléspectateurs dimanche soir, c'était cette image d'un homme qui était véritablement l'un des maîtres du monde, comme on dirait quelques heures auparavant,
qu'on présentait dans une déchéance où véritablement on le voyait déchu, le roi est nu, mais on ne l'entendait pas. Parce que précisément la règle aux États-Unis est que l'on ne pouvait pas l'entendre au moment où son acte d'accusation était prononcé. Donc c'est vrai que il y a beaucoup plus la passion de l'égalité aux États-Unis que nous l'avons en France, où nous demeurons encore une société extrêmement hiérarchisée, où les puissants, entre guillemets, méritent aux yeux de tous considération. On n'aime même pas que nos puissants se comportent comme tout le monde, ce qui est quand même un paradoxe. Quelque chose de sacré est tombé, Jean-Luc Mouton, selon vous? Je ne sais pas si quelque chose de sacré est tombé. En tout cas, cet homme, effectivement, comme on vient de dire, qui était mis sur un piédestal, qui était promis aux plus hautes fonctions en France, a failli, a chuté. Alors moi, peut-être la leçon que je tire de ça, c'est que, enfin, pour nous tous qui voyons les hommes politiques comme des gens très importants, des surhommes, là, on est ramené à l'idée que dans chacun, il y a une part d'irrationalité. Ce que dit Olivier Abel, que vous avez souligné, est juste. C'est-à-dire que nous sommes une société très, très rationnelle, très policée, très organisée, très civilisée. Enfin, nous avons l'impression que tout tourne bien de manière très carrée dans nos sociétés, qui sont très organisées. Et puis là, c'est pour ça qu'on a titré sur la faille. Là, dans chacun d'entre nous, dans chacun d'entre nous, il y a une faille abyssale. Et c'est, oui, la Bible appelle ça le péché. Mais au fond, il y a quelque chose en nous qui résiste à cette organisation, à cette civilisation. Et il y a quelque chose de bestial en chacun d'entre nous. Et puis la question, c'est comment on le maîtrise. Est-ce qu'on le maîtrise? Ou est-ce qu'on peut faire sauter toutes les barrières et aller jusqu'au bout de ses pulsions? Et là, visiblement, cet homme n'a pas réussi à maîtriser. Alors, pour peu qu'il soit coupable, hein, on est encore sur le registre de la présomption d'innocence. Mais en tout cas, d'après les premiers éléments, il semble que, voilà, il se soit permis quelque chose, alors qu'il ait eu conscience ou pas, qui va au-delà de ce qui est permis et défendu dans une société comme la société américaine, dans la nôtre aussi d'ailleurs, hein, parce que là, on n'est pas seulement dans la séduction. Dans ce qui est les chefs d'accusation sont très très graves. Pourquoi on ne voit pas cette faille en France à travers le prisme des médias qui pourtant sont partout? Francis Ball. Pourquoi on ne voit pas cette faille? Parce que probablement nous avons une culture... On découvre que les hommes politiques sont fragiles. Comme nous, comme chacun d'entre nous. Mais oui, comme chacun d'entre nous. Je crois que c'est un mode de fonctionnement du régime politique. Le régime politique a toujours sacralisé, chez nous, le pouvoir. Aux États-Unis, ce sont des hommes comme les autres. Ils font un job, ils faisaient un autre job avant et ils feront un autre job après. Et en France notamment, la politique est peut-être une carrière, oui, beaucoup ça, plus. Une carrière, c'est un métier, et nous avons conservé, je crois, de l'Ancien Régime, une tradition très monarchique, où véritablement, d'ailleurs, les ors de la République, c'est quand même quelque chose qui est surprenant. Quand vous passez de France aux États-Unis, vous êtes tout à fait... sidéré même au sens par rapport à l'Angleterre, même par rapport à l'Angleterre, alors que l'Angleterre est une monarchie, mais l'Angleterre sait prendre ses distances vis-à-vis de la monarchie. Elle sait ridiculiser son monarque, quel qu'il soit. Elle sait considérer que ce sont des gens comme les autres. Et Dieu sait si les tabloïds en profitent. En France, pas du tout. Pas du tout. Le plus petit des ministres, le plus petit des recteurs d'université ou des préfets ou des sous-préfets vit comme une espèce de monarque avec toute une intendance qui le suit, avec des huissiers à chaîne, etc. C'est quelque chose qui n'est pas du tout dans la mentalité américaine. Je ne sais pas si c'est une mentalité très marquée par le protestantisme. Ah oui, c'est ce que j'allais vous poser, ce que je crois. Ce que je crois profondément. Où est le protestantisme dans cette affaire? Alors, le regard protestant. Il est à plusieurs niveaux. Alors, on dit beaucoup en France, on se gauche du puritanisme américain. Les Américains sont puritains autour de la sexualité, il y a un puritanisme incroyable. On ne peut pas regarder une jolie femme sans être accusé de l'agresser, etc. Donc, il y a effectivement une différence. Alors, ce que j'ai revu avec Olivier Abel, c'est que ce qui est très important dans la conscience protestante, qui est quand même au cœur des États-Unis, c'est cette idée de consentement et de responsabilité. C'est-à-dire que s'il y a consentement, avec le consentement, on peut faire n'importe quoi. Aux États-Unis, on peut faire du lancer de nains. Il y a des trucs totalement stupides que honnêtement, nous pensons en France que c'est stupide et on l'interdit au nom des valeurs universelles. Non, mais voilà. Et aux États-Unis, si on est consentant, on peut faire n'importe quoi. Par contre, s'il n'y a pas de consentement, c'est la violence.
Et il n'y a pas d'espace entre les deux. Donc, tout l'espace de la séduction, de l'approche, de tout le flirt qu'on a, nous, qui est latin, qui amuse beaucoup, et qui, quelque part, fait partie de notre identité latine et française, et bien tout ça, cet espace-là n'existe pas aux États-Unis. Où il y a consentement absolu et on ne discute de rien, on peut faire tout, où il n'y a pas de consentement et il y a de la violence directement. Il n'y a pas d'espace. Et je crois que là, je crois que beaucoup de gens l'ont expliqué à Dominique Strauss-Kahn, parce qu'il a la réputation d'être un homme qui aime les femmes, un libertin, et en France, c'est assez bien vu, même sa femme dit qu'elle est assez fière de ça. Et aux États-Unis, on ne peut pas être fier de ça. Aux États-Unis, c'est très, très, très peu recommandable. Donc, je crois que beaucoup de gens avaient dit attention, aux États-Unis, c'est très difficile. Vous disiez hors émission que quand on est professeur, on ne peut pas rentrer dans un bureau et fermer la porte derrière soi si c'est une jeune dame. Voilà, et ça va très, très loin. Donc, la distinction les rapports entre hommes et femmes sont extrêmement bien codifiés et les États-Unis ont beaucoup travaillé là-dessus. Et on a l'impression qu'en France, nous, c'est un domaine qu'on n'a pas touché. Alors, peut-être qu'on a raison, mais en même temps, il y a là une très, très grande différence de culture. C'est là où est la nouveauté, en fait. Francis Ball. Oui, non, mais vous avez raison d'insister sur la distinction, effectivement, de l'importance qui est accordée aux États-Unis au contrat. C'est-à-dire que le contrat est véritablement la pierre angulaire sur laquelle repose toute la société. Mais il y a effectivement quelque chose qui est tout à fait frappant, c'est que les relations entre les hommes et les femmes sont parfaitement codifiées, ou bien il y a le contrat pour faire n'importe quoi. Absolument. Et dans ce cas-là, tout est permis, ou alors véritablement c'est le puritanisme le plus absolu jusqu'au Mormon, quoi, jusqu'au Mormon, c'est-à-dire une société extraordinairement rigide et coupée évidemment de toute réalité. On a un peu l'impression que la zone intermédiaire où les sentiments peuvent exister. Au fond, elle est réduite au strict minimum. Elle est réduite au strict minimum. Quand un étudiant qui a une petite amie déménage, au fond, si c'est plus commode d'en retrouver une autre là où il va aller, après tout, elle reste là où elle était. C'est une commodité. C'est une commodité, alors que chez nous, quand même, les relations entre les hommes et les femmes, entre les étudiants et les étudiantes, sont beaucoup plus saines, je crois, qu'elles ne le sont aux États-Unis. C'est vrai, où, encore une fois, cette zone intermédiaire de sentiments entre la sexualité pure et brutale et puis l'absence totale, au nom d'un rigorisme absolu de sexualité, évidemment. Ce qui est un peu délicat, parce que là, on est par rapport à l'histoire de Dominique Strauss-Kahn, on est un petit peu dans un domaine qui est plus difficile. C'est-à-dire qu'on parle d'agression, on parle de forcer, donc là, c'est plutôt, c'est l'agression sexuelle. On oublie le combat des féministes, évidemment, qui existe aussi. Donc il ne faut pas, on peut pas tout mélanger, mais c'est vrai qu'en France, on a une espèce de complaisance avec la séduction, même une séduction poussée, même la drague poussée. Mais c'est important dans la réaction qu'on entend, justement, cette définition-là. Alors, il est possible, moi j'ai aucune hypothèse, mais il est possible que tout ce qu'on dit ne soit pas exactement passé comme ça, mais en même temps, que ce qui a été fait par Dominique Strauss-Kahn, peut-être à un certain niveau, parce que ça a décrit la police, mais à un certain moment, ça peut être une force de séduction, de tentative de séduction, et c'est pris aux États-Unis pour une agression. Ce n'est pas tous les jours qu'une femme de ménage africaine est jugée à égalité avec l'un des hommes les plus puissants de la planète. C'est ce que vous dites dans votre éditorial, Jean-Luc, cette semaine. Alors ça, je trouve ça important. Est-ce que c'est pas ça aussi qui sidère les Français, d'avoir une justice différente? Et est-ce que là, il y a un côté protestant dans la justice américaine? Je ne sais pas si c'est protestant, mais en tout cas, c'est Montesquieu. C'est la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire, nous, en France, on dit il y a trois pouvoirs, législatif, l'exécutif et le judiciaire, et on dit qu'ils sont distingués, tout ça. Mais dès qu'on a une affaire, quelle qu'elle soit, on dit, mais attendez, les autorités politiques vont intervenir, on ne peut pas laisser faire ça. J'ai une amie qui m'a tranquillement mis, et pourquoi Nicolas Sarkozy ne téléphone pas à Obama? Et ça, c'est impensable aux États-Unis. La séparation des pouvoirs, elle est extrêmement stricte. Et alors, il y a un élément institutionnel qui est très clair, c'est que les juges sont élus. Donc un juge élu, il doit répondre de ses actes par rapport aux gens qui l'ont élu, pas du tout par rapport aux autorités. Il n'y a pas de procureur, il n'y a pas de parquet qui va lui donner des ordres. Les ordres, il les reçoit des publics. Alors ça peut être, il y a les deux côtés. Ça peut être un peu démagogique parce qu'il cherche à faire du spectacle par rapport à sa prochaine élection, mais en même temps, il lui donne une indépendance absolue par rapport au pouvoir politique. Là, il n'y a pas photo. Et c'est pour ça qu'on a cette grand homme d'État qui est traité de la même manière qu'une femme de ménage africaine, ce qui n'est pas si dommage que ça, quand même. Oui, les trois pouvoirs aujourd'hui sont plus tout à fait ceux que Montesquieu distinguait. Bon. Il y a véritablement le pouvoir politique, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, la justice, et puis le pouvoir médiatique, quand même. Car il y a deux institutions qui sont éminemment respectées aux États-Unis pour leur autonomie
qui a été une conquête quand même depuis 1776, c'est la justice et puis la presse. Et les journalistes, à la différence de la tradition française, ont su, dès le 19e siècle, conquérir leur autonomie, c'est-à-dire leur propre déontologie, c'est-à-dire je me fais moi-même mes lois, j'obéis aux lois que je me... Et je réponds aux attentes, évidemment, de mes seuls lecteurs. Donc ça, c'est quand même une tradition que nous n'avons pas. Il nous reste 30 secondes. Dernière question très rapide. Est-ce qu'il y a un avant et après DSK dans ce rapport à l'image, en tout cas dans cette prise de conscience de ce qu'est un homme politique avec ses fragilités? Il y a deux choses qui vont être véritablement mises, sur lesquelles on va concentrer l'attention. C'est le fait que pour l'information, il y aura désormais 3 étapes. Il y a Twitter qui fait du direct, il y aura la télévision qui donne des images, et puis il y a la presse imprimée qui, elle, analyse et commente. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les journalistes vont s'interroger non pas sur la vitesse, ce sur quoi ils s'interrogeaient encore avant l'affaire Strauss-Kahn, mais désormais sur précisément la répartition des tâches entre les différents supports et par conséquent ce que peut apporter la presse et qu'elle ne peut pas ne pas apporter, ce que la télévision peut apporter et qu'elle ne peut pas Merci en tout cas à tous les deux pour ces explications. On se retrouve très vite sur KTO.